Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dossier Brûlant, l'émission qui analyse, décrypte et qui passe en revue l'actualité nationale et internationale. Ce numéro de Dossier Brûlant est consacré à un thème généraliste, on va le dire comme cela, mais qui mérite que l'on s'y attarde au regard du contexte national, mais pas que. Il s'agit du rôle des intellectuels qui, semble-t-il, manquent d'engagement, qui sont plus dans le mimétisme, les connaissances livresques que dans la recherche de solutions adaptées à leur environnement. Dans les milieux populaires, les intellectuels sont perçus comme les responsables du non-développement de l'Afrique et particulièrement au Burkina, ils sont souvent cités comme les responsables de la situation qu'on vit actuellement. Qui est intellectuel? Quel devrait être son rôle dans la situation que vit le Burkina Faso, dans la société? N'a-t-on pas trop confondu l'intellectuel aux lettrés, aux scolarisés, aux diplômés? On en parle dans cette émission avec nos invités que je m'en vais vous les présenter. Je vais commencer par ma gauche. Dr Zakaria Souri, bonsoir. Bonsoir, M. Drago. Vous êtes enseignant, chercheur en sociologie à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. C'est ça. En face de vous, Dr Seni Saré, bonsoir. Bonsoir, M. Drago. Enseignant, chercheur en philosophie au centre universitaire de Manga. Et puis notre troisième invité qui est Adama Amadé Sigiré, bonsoir. Bonsoir. Écrivain, vous êtes enseignant également de philosophie. Effectivement. Dans les lycées et collèges du privé, cela s'entend? Oui. Et vous êtes le coordonnateur du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Effectivement. En abrégé, RISA. Voilà. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Je m'en vais commencer par une formule pédagogique. On va faire de la pédagogie. Je vais vous demander, je vais commencer par Zakaria Souri. C'est qui un intellectuel? Je voulais passer la patate au philosophe d'abord, qui allait donc disserter sur la question. Okay. Mais je peux dire simplement que l'intellectuel, c'est celui dont la tâche tourne autour donc du savoir. C'est celui qui travaille sur le savoir, sur la connaissance. Donc l'intellectuel, c'est quelqu'un dont la mission est de rendre intelligible le fonctionnement de la société, d'expliquer comment le monde fonctionne. Et l'intellectuel, en plus de cela, il arrive souvent donc certains débats, il arrive que certains attendent autre chose que l'activité sur la connaissance et sur le savoir. Et cette autre chose-là dépend donc des milieux, mais beaucoup s'attendent à ce que celui qu'on qualifie d'intellectuel soit celui qui est engagé donc sur la vie de sa société. Celui qui se prononce sur la vie de sa société. C'est la réponse du sociologue, de l'intellectuel, Zakaria Souri, sur la définition de l'intellectuel. Non, je pense que c'est une réponse plutôt générale sur ce que c'est que l'intellectuel. Voilà, c'est pas simplement ma définition, mais c'est à partir des critères donc définis. Oui. Adama Sigiré, vous partagez son avis sur la définition de l'intellectuel? Oui, je partage son avis. Quand par le mot intellectuel, on entend quelqu'un, un homme, une femme, qui a pour mission de travailler en développant ce qu'on appelle ses facultés intellectuelles. Alors, quand vous vous adonnez à un travail qui nécessite le développement des facultés intellectuelles, on pourrait à partir de cela vous qualifier d'intellectuel. C'est une mission, c'est une tâche, c'est un travail, c'est un sacerdoce. Et en tout cas, le travail consiste pour l'intellectuel à déployer ses facultés intellectuelles dans la société pour accomplir sa mission. Docteur Sarri, qui peut être considéré comme intellectuel? D'abord, c'est une question difficile. Je comprends que Dr Souri ait dit qu'il allait passer la patate chaude, parce que c'est pas aussi évident que cela, et la définition de l'intellectuel. Et même ceux que l'on suppose comme tel s'interrogent toujours sur la question de l'intellectuel. Donc, on peut essayer, par des caractérisations spécifiques, de décrire, mais ce sera une tentative d'approcher quelque chose que je pose beaucoup plus comme un idéal. Mais de façon, je vais dire, schématique, on peut considérer comme intellectuel quelqu'un qui a un certain rapport à la connaissance, une certaine intelligibilité du monde, qui a la quête d'une certaine intelligibilité du monde. Justement, pour avoir cette connaissance et la mettre au service
de sa communauté. Mais c'est vraiment le rapport à la connaissance. Or, ce rapport à la connaissance, je crois que tous les hommes manifestent ce rapport à la connaissance. Mais c'est pourquoi je dis d'une certaine manière, un certain rapport à la connaissance. Voilà. Est-ce qu'il faut entendre par cela ce que vous dites, l'intellectuel, c'est celui qui est le diplômé, le lettré, le scolarisé ou qui est bardé de diplômes? Est-ce qu'on peut qualifier celui qui a ces diplômes, celui qui a accumulé les connaissances livresses, d'être un intellectuel? Ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi je dis que la caractérisation va être un peu subjective, parce que même au sein des intellectuels, on se pose encore des questions de qu'est-ce que je fais de ma vie pour atteindre cet idéal-là. Je dis l'intellectuel, c'est une vocation. C'est une vocation. Intellectuel. Oui, c'est une vocation à la connaissance, et ça se passe en tout cas par des chemins qui ne sont pas forcément, je vais dire, clarifiables comme ça. Le nombre de diplômes ne fait pas l'intellectuel. On peut l'être parce qu'on a ce souci de connaissance que l'on s'attache en tout cas à acquérir et à mettre à la disposition de sa communauté. Mais il y a des autodidactes intellectuels. On ne verra pas forcément les critères diplôme. Mais j'insiste sur... Des études universitaires, mais en même temps, qui est intellectuel? Adama Sigiré, qui est intellectuel? Est-ce que chez nous au Burkina Faso, est-ce qu'il y a des intellectuels? Qui est intellectuel, j'avoue que c'est souvent difficile à définir, de dire effectivement qui est intellectuel et qui ne l'est pas. Alors, faut-il partir sur la base des diplômes? Oui et non. Parce que les rapports de l'intellectuel avec le savoir, c'est comme je dis, ça doit être un rapport méthodique, c'est-à-dire un rapport plus ou moins scientifique. Ça veut dire que beaucoup de gens ont un rapport avec le savoir, mais il y a des rapports hasardeux, des rapports qui ne sont pas méthodiques, qui ne sont pas du tout scientifiques. Quand votre rapport avec le savoir n'est ni méthodique ni scientifique, moi je pense, selon moi et selon mon entendement, c'est difficile de vous classer parmi les intellectuels. Alors il faudrait que votre rapport avec la connaissance, avec le savoir, avec l'intelligence soit, selon moi, ma conception, un rapport méthodique, un rapport scientifique. Est-ce que justement cette connaissance du savoir doit se confronter à la pratique? Voilà, ça doit se confronter à la pratique. Et ce que je voulais dire, peut-on arriver à un rapport méthodique, un rapport scientifique avec le savoir sans passer par des diplômes? Souvent, j'avoue que c'est difficile. Voilà pourquoi, selon mon entendement, l'intellectuel, d'abord, avant tout, nécessite quand même un minimum de bagages intellectuels, un minimum de cheminement scientifique, un minimum de cheminement logique par rapport au savoir, par rapport à la connaissance. Mais, j'avoue et je le dis, les diplômes ne sont pas forcément, les diplômes ne sont pas forcément suffisants. Il faudrait aller au-delà des diplômes. Mais je conçois aussi que l'intellectuel, quand même, quelque part, c'est quelqu'un quand même qui a du mérite en matière de diplômes, qui a au moins pu emmagasiner quelques diplômes et qui a un rapport méthodique, un rapport plus ou moins scientifique avec le savoir. C'est-à-dire qu'il ne raisonne pas au hasard, mais qu'il raisonne selon des canaux, selon une voie plus ou moins tracée. Et ça pourrait plaire aux gens comme ça pourrait ne pas plaire aux gens. Mais quand même, je vois un peu de science et de méthode dans le rapport que l'intellectuel doit avoir avec la société, avec le savoir. En fait, à vous écouter, on a comme l'impression que l'intellectuel, ce n'est pas celui qui a nécessairement ce gros bagage diplôme universitaire, mais enfin qui a une démarche scientifique, méthodique, méthodique dans son rapport avec le savoir. Dans son rapport avec le savoir. En même temps, docteur Souri, qui sont les intellectuels au Burkina? Non, ils sont nombreux. Il y en a nombreux, les intellectuels au Burkina. En partant du postulat que c'est un idéal. En partant du postulat que c'est un idéal, mais cette réponse, voilà, c'est une réponse de philosophe. On comprend aussi le positionnement du philosophe, sa posture, je comprends parce qu'il est un analyste donc de la production du savoir et on comprend aussi son attendement. Mais moi, je voulais être un peu plus pratique sur le terrain en disant que, effectivement, en me positionnant sur ce que les deux ont dit, déjà le petit rapport qui existe entre le diplôme et l'intellectuel. Parce que l'intellectuel n'est pas que le diplômé. L'intellectuel est différent du diplômé. Mais c'est à travers les diplômes qu'on commence à voir les intellectuels. Donc il y a un petit plus
qui permet de distinguer les diplômés de l'intellectuel. Il y a l'intellectuel, il y a les diplômés, mais il y a souvent aussi les techniciens qui peuvent avoir des diplômes, qui est fort sur des domaines particuliers de la vie, mais qui n'est pas l'intellectuel. Et je me réfère à un penseur de l'Afrique centrale, je crois qu'il doit être congolais, qui s'appelle Zacharie Boao. Et Zacharie Boao définissait donc l'intellectuel, en plus donc de ces éléments, d'être quelqu'un de spécialiste d'un domaine scientifique donné, ça c'est le premier critère. Un second critère qu'il citait, c'est être à même de vulgariser ses résultats, de montrer ce qu'il a trouvé. Mais pour lui, l'élément essentiel qui permet de définir l'intellectuel, c'est ce qu'il appelle la radicalité éthique. Et pour lui, la radicalité éthique, c'est un positionnement en termes d'engagement. Quelqu'un qui refuse de défendre l'indéfendable. Donc, quelqu'un qui ne laisse pas tout ce qui n'est pas bien dans la société sans 10 mots. Quelqu'un qui refuse d'accompagner ce qui ne mérite pas d'être accompagné. Et quelqu'un dont la mission essentielle, c'est de porter un regard critique sur la vie de la société. Alors, est-ce qu'en partant de ce que vous dites, en partant de ce postulat, on a beaucoup d'intellectuels dans nos pays? Je prends l'exemple de nos pays, avant de revenir sur le Burkina. On en a plein. Une radicalité éthique. Voilà. Sur ce principe de radicalité éthique, on a plein d'intellectuels au Burkina. On en a qui se prononcent. On a des gens qui sont autour donc, de ces plateaux, qui se prononcent sur des questions qui concernent la vie de la société. Sur les questions en termes de gouvernance, qui ont un mot à dire, qui prennent position. On a des gens qui se prononcent sur beaucoup d'aspects. Donc, partant donc de ces principes de radicalité éthique, je conclus que le Burkina est plein d'intellectuels. Et ces gens qui ont déjà donc ces bagages en termes de diplômes et cet engagement en termes de regard critique de la société, ils sont nombreux, et dans tous les aspects. Adama Sigui, peut-être que vous voulez vous prononcer là-dessus, très rapidement. Oui, au fait. Et sur le rôle, j'aimerais revenir là-dessus, sur le rôle de l'intellectuel. Avant peut-être de demander, par rapport à ce qu'il dit, sur la radicalité éthique, est-ce qu'on a beaucoup d'intellectuels sur ce principe-là au Burkina Faso? Allez-y. Oui, absolument. Et quand je dis un certain rapport à la connaissance, c'est une certaine distance critique, un certain souci de rigueur, d'objectivité. La dimension diplôme fait partie, naturellement, mais il ne faut pas, et surtout j'évite de brandir cela pour que on s'accroche, diplômé égale intellectuel. Non, c'est le souci, de produire du savoir, de le mettre à la disposition, donc ce qui est un engagement. La réflexion est en soi un engagement. C'est ça que le docteur Souré est en train de dire déjà. Voilà. Donc la réflexion déjà est un engagement. Et quand vous regardez le pays, il y a des gens qui réfléchissent à la condition du pays depuis toujours. Hein. On peut remonter depuis, c'est-à-dire même pour notre accession à l'indépendance. C'est des gens qui ont eu le souci d'améliorer quelque chose par la réflexion, de trouver quels sont les mécanismes qu'il faut, par exemple, pour proposer et par lesquels les décideurs peuvent orienter la marche de la nation. Et ça, il y en a, depuis toujours. Et jusqu'aujourd'hui. Mais en même temps, d'où vient ce reproche des populations, des masses populaires, du fait que les intellectuels, ce sont ceux qui ont accumulé beaucoup de connaissances à l'Ivoire et qui n'adaptent pas justement leurs recherches ou leurs solutions à l'environnement. Parce que le reproche revient incessamment, surtout sur la condition même de l'Afrique en général, mais aussi des pays comme le Burkina Faso en particulier. Vous avez près de plus de 60 ans d'indépendance, vous avez la situation de paupérisation des populations, vous avez les questions de souveraineté. En même temps, est-ce que c'est de la responsabilité des intellectuels ou des gouvernants ou les deux? On ne peut demander à l'intellectuel que ce qu'il peut le mieux produire et donner. Et l'intellectuel produit le savoir. Sa mise en application, sa récupération et sa mise en... c'est-à-dire transformer le savoir en décision politique pour la gestion de la cité, le développement dont vous parlez, ça ne relève plus de l'intellectuel. Il peut participer, il peut orienter, mais il n'a pas les leviers du pouvoir. L'arène du pouvoir est tout à fait différente de l'arène de la réflexion.
Donc, ce n'est pas parce que il y a des problèmes, on est en crise, qu'il n'y a pas un travail. Mais quel rapport d'abord ceux qui ont les leviers du pouvoir ont au savoir? Il y a un mépris du savoir aussi par moment. Il y a un mépris du savoir. Adama Sigiri, la position justement des intellectuels sur la condition de nos pays pris individuellement. Oui, moi je comprends effectivement les gens qui accusent les intellectuels de tous les maux, qui croient que les intellectuels ne participent pas assez au développement de la société. Je le comprends effectivement parce que l'intellectuel aussi, comme je l'ai dit, c'est sa capacité à réfléchir de façon intelligente, mais pas seulement dans le néant, dans un contexte donné. Alors il se trouve qu'ici, le problème peut-être de nous les intellectuels est que nous n'arrivons pas à contextualiser notre savoir. Nous n'arrivons pas à prendre le contexte social, le contexte économique et puis peut-être le contexte politique en cause. Nous réfléchissons souvent sur la base de schémas établis ou préétablis. Par souvent des Occidentaux, par ceux qui ont eu à nous coloniser. Nous réfléchissons sur la base des schémas établis là ou préétablis et nous pensons chaque fois qu'il doit y avoir ce qu'on appelle une pensée modèle. Une pensée comme un exemplaire, une photocopie quelque part qu'il faudrait plus ou moins calquer et c'est sur cette base-là qu'on doit penser. Alors là, c'est là où je ne suis pas d'accord aussi parce qu'il faudrait que l'intellectuel arrive à contextualiser sa pensée. C'est-à-dire que c'est, comme je dis, c'est un rapport scientifique dans une société donnée. Voilà, ça c'est ma compréhension des choses. Le rapport avec le savoir, mais les scientifiques dans une société donnée. Et cette capacité à réfléchir, là, doit être une capacité à réfléchir pour résoudre des problèmes sociaux ou bien des problèmes sociologiques, tout au moins des problèmes contextuels dans une société donnée. Il se trouve que dans nos attitudes, nous pensons, mais la pensée est souvent calquée sur un modèle donné, sur un canevas donné qui ne répond pas à nos réalités. C'est là où souvent on voit que peut-être nous produisons quelque chose, mais qui s'écarte des réalités de la société. C'est comme si nous avons des normes établies ou préétablies et nous pensons que nous devons facilement réfléchir sur la base de ces normes-là. Je partage l'avis du professeur, mon frère ici présent, qui dit qu'effectivement, c'est par rapport à l'éthique. Et l'éthique, c'est par rapport aussi à une réalité sociale. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que peut-être l'éthique au Burkina Faso n'est pas forcément la même éthique qu'en Europe, mais la même éthique qu'en Amérique. Donc il faudrait que la pensée de l'intellectuel aussi prenne en compte les exigences de la société. À partir de ce moment où peut-être vous pensez et que vous n'arrivez pas à solutionner, sinon le mot propre, à résoudre les problèmes d'une société, il va de soi que même si vous pensez que vous produisez du savoir, les gens trouvent que votre savoir ne sert pratiquement à rien, puisque votre savoir effectivement ne peut pas résoudre les problèmes de votre société. Donc, le devoir de l'intellectuel, c'est surtout, moi, je ne dirais pas l'engagement, mais la prise en compte des réalités d'une société donnée. Que l'éthique diffère d'une région à une autre. L'éthique diffère d'une région à une autre. Ce qui est peut-être accepté peut-être au Burkina Faso pourrait ne pas être accepté en Europe. Ce que l'intellectuel burkinabé peut-être défend, l'intellectuel peut-être français pourrait ne pas défendre la même cause. Voilà. Ça que l'intellectuel ne peut être une autre personne que le produit de sa société. C'est souvent là toute la difficulté. Est-ce que les intellectuels burkinabés sont le produit de leur société? Parce qu'il y a ce reproche, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a de plus en plus ce reproche des connaissances qui ne sont pas adaptées. Est-ce qu'après on les agépare un peu? La formation de ces cadres-là, de ces intellectuels qui gouvernent, parce qu'après il faut qu'on sache quelle est la frontière entre l'intellectuel et ceux qui tiennent les leviers du développement. C'est là justement que se situe le problème. Parce que je pense que la grande critique contre les intellectuels ne tient pas compte d'une chose. Laquelle? On a le monde du décideur et on a le monde du producteur du savoir. Et celui qui produit le savoir, ce n'est pas celui qui décide l'application des résultats qu'il a trouvés. Son travail, c'est de produire. Et l'application relève d'une autre personne, d'une autre catégorie donc d'acteurs de la société. Et ceux qui font ces reproches, c'est ceux-là qui n'ont pas regardé donc cette division des tâches dans la gouvernance de la société. Moi, aujourd'hui, personne ne peut me convaincre qu'au Burkina, il n'y a pas de très belles trouvailles en matière de recherche scientifique, que ce soit au niveau du fonctionnement de la société, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau technologique, on a des trouvailles qui sont là. Maintenant, comment celui-là dont la mission est de mettre en œuvre les résultats de la recherche pour permettre à la société de se développer, qu'est-ce que lui, il fait?
Là se trouve la question. Et l'autre chose, l'autre deuxième chose, au niveau de la critique, on critique l'intellectuel en oubliant que la science a une dose d'universalité. Ce qui veut dire que la science est produite suivant donc un certain type de démarche. Ce qui fait que les résultats qu'on trouve au Nicaragua sont connus parce qu'il y a un modèle de vérification de la démarche, sont connus et acceptés au Burkina ou au Gabon. Ça, c'est un principe. Ce qui fait que nous, on ne peut pas décider de marcher si on veut être scientifique comme les autres. Il y a des problèmes épistémologiques qui peuvent se poser, qui peuvent entraîner les questionnements de certains concepts, les questionnements de certaines démarches, mais on garde le fait d'abord que la science est universelle. Ça, c'est un autre fait. En même temps, quand vous dites, il y a ceux qui produisent les recherches et il y a ceux qui décident. Et dans le cas où ceux qui produisent des recherches sont justement invités dans la gouvernance, quel est le problème au fait à ce niveau-là? Il y a deux choses ici. Le monde, ça reste la même chose. Okay. Le monde politique est différent du monde du savant. Et il y a d'ailleurs dans une production d'un intellectuel qui invitait à faire la différence entre le savant et le politique. Parce que le savant qui va en politique n'a plus sa liberté de savant, n'a plus sa liberté d'intellectuel. Si vous êtes président, vous m'invitez, parce que je suis peut-être spécialiste de la question de l'agriculture, vous m'invitez. Si j'arrive là-bas, le plus souvent, je n'ai pas la liberté de faire ce que je veux à partir de mon sens d'intellectuel. Mais maintenant, vous m'invitez parce que vous pensez que je peux vous accompagner à réaliser votre programme de société. Donc l'intellectuel qui se retrouve dans le champ politique perd le plus souvent sa liberté d'intellectuel, sa capacité de réflexion, parce qu'il accompagne le plus souvent un gouvernement politique à réaliser quel est l'intérêt d'inviter un intellectuel pour accompagner un président dans la mise en œuvre de son programme s'il n'a pas toutes les clés en main, la légitimité justement de mettre en application son intellectualité? Quel est l'intérêt? Adama Sigiré, peut-être. En fait, ici, ce que moi je suis en train de dire, souvent ce qui échappe aux intellectuels, c'est le contexte. C'est le contexte souvent qui pose problème. Vous voyez, ici aujourd'hui, il y a des accusations. Comme le docteur a dit, moi je suis parfaitement d'accord que les intellectuels produisent. C'est ça. Mais est-ce que le savoir produit par l'intellectuel burkinabé est adapté au Burkina Faso? Est-ce que nous arrivons à trouver des solutions aux problèmes existentiels des Burkinabés? Il a relevé quelque chose de très important. Les recherches sont faites, il y a de très belles recherches, de très beaux résultats qui sont là au niveau de tous les strates de la société, mais qui ne sont pas appliqués par les gouvernements. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème-là? Des très bons résultats, là aussi, ce n'est pas encore évident. Ce n'est pas évident. Il faudrait que les résultats tiennent compte du contexte. Est-ce que les résultats sont des résultats vraiment qui répondent au contexte existentiel? Parce que c'est ça tout le défi souvent aussi des intellectuels africains, comme je l'ai dit, qui réfléchissent, mais qui réfléchissent sur la base d'un cadre donné, pratiquement établi, souvent par l'Occident. Quand vous rentrez dans nos universités, les professeurs sont là. La formation, c'est souvent une formation schématique. C'est un chemin qui est déjà établi. Et forcément, il faut forcément obéir à ce chemin-là. L'intellectuel aussi, c'est cette volonté. L'intellectuel, c'est cette volonté aussi de pouvoir, puisque en réalité, par rapport à ce qu'il pense, moi, je ne crois pas trop au savoir universel. Je ne crois pas. Le réel évolue, comme on dit en philosophie. Voilà, le réel évolue. Ça veut dire que le savoir, lui aussi, il évolue et il doit s'adapter aux sociétés. L'intellectuel doit-elle avoir le souci de l'universalité, de produire un savoir qui serait accepté au Burkina Faso et en France en même temps? Moi, je ne crois pas. Parce que, comme je l'ai dit, il est produit de la société. Il est produit avant tout pour une société donnée. En dehors de ça, il va de soi. Rapidement, on va donner la parole à Dr. Saré. Une minute avant de passer à Saré. Une petite minute, une précision. La question de contextualisation, je pense que le savoir, le résultat de la recherche est automatiquement contextuel. Pourquoi? Parce que tout travail de recherche c'est fait sur un terrain culturel et géographique donné. Par exemple, moi je suis sociologue, je sais comment les sociologues travaillent. Par exemple, si je décide de travailler sur les rapports des paysans, par exemple, de Fada à l'école, quels que soient les canaux, quelle que soit la démarche que je vais prendre,
le résultat reste contextuel parce qu'il est produit sur le terrain de FADA. Donc le savoir ici est contextuel. Ceux qui sont, par exemple, sur les questions de santé, ils travaillent avec des gens qui sont ici, sur ce terrain. Ceux qui sont sur les questions animales, ils travaillent avec les animaux d'ici. Ceux qui sont sur les questions des insectes, ils travaillent avec des insectes qui sont de ces pays. Donc le résultat est local. La démarche scientifique reste la démarche scientifique. Elle est universelle. Elle est universelle. Mais le résultat est tout en local. La question reste toujours la question. Quel pont existe entre les décideurs et le producteur de savoir? Mais d'où vient ce reproche que les résultats ne sont pas endogènes, les résultats sont calqués sur le modèle occidental? Je crois que c'est ce que Adama Sigiré essaie de dire. Sarré, vous avez... Oui, c'est ce reproche justement qu'il faut analyser. Est-ce qu'il est fondé? Parce que, est-ce qu'on peut penser que ces professeurs qui sont à l'université, ils n'ont aucun enracinement local pour pouvoir produire des travaux qui n'ont rien à voir avec leur milieu? Ce n'est quand même pas pensable. Ce n'est pas pensable. Donc, la question, c'est est-ce que l'on veut faire de l'intellectuel un sapeur-pompier qui travaille sur l'urgence, comme le médecin urgentiste? Or, je disais au départ que c'est un certain rapport à la connaissance. La distance critique de l'intellectuel apparaît aux yeux du commun comme une forme d'inaction. Et c'est peut-être là qu'on loge le reproche, mais il n'est pas fondé. Il n'est pas fondé dans la mesure où les travaux qui sont faits, il y a des exemples. Prenez par exemple le cuiseur solaire qui est fait ici. On peut bien montrer comment l'utilisation de ce dispositif technologique peut nous faire épargner en termes de subventions aux hydrocarbures pour le gaz butane qui est utilisé dans les ménages. Mais celui qui a conçu ça, il ne peut pas vacciner, ou du moins c'est inoculer sa conception dans l'esprit du politique pour qu'il prenne la décision de faire de cette trouvaille technologique un levier de développement pour le pays, un pays ensoleillé comme chez nous, mais qui ne peut pas utiliser ça. Les logiques du pouvoir, comme Dr Sauré le dit, sont tout à fait différentes de celles de la réflexion. Et c'est pourquoi il y a comme un hiatus entre ce que les intellectuels produisent et ce que l'on veut pour le développement. Il se passe qu'on n'est pas dans le même champ. Quand on parle d'éthique... Mais finalement, quelle est la posture de l'intellectuel? Quand on parle d'éthique, ça veut dire qu'on ne défend pas l'indéfendable. Il y a une certaine rigueur. On ne prend pas un intellectuel ne se contente pas d'un point de vue. Il a besoin d'une certaine objectivité, et j'entends l'objectivité comme l'effort d'embrasser toutes les perspectives possibles pour ne pas se contenter d'une seule perspective comme un dogme, solution illusoire, et considérer qu'il n'y a que cela qui vaille. C'est pourquoi les intellectuels apparaissent toujours comme des gens réservés. Réservés parce qu'on ne peut pas se contenter de prendre une perspective comme ça et penser que tout tient à cela. Dans l'engagement politique, ça se passe plus ou moins comme ça. On veut marcher sur un chemin et on ne veut pas de contradiction. L'intellectuel est plutôt dans la démarche de les possibles inexplorés. Est-ce que ce n'est pas cette démarche en même temps qui vous met en confrontation avec la masse populaire? Le fait que on ne vous comprend pas assez, le fait que vous produisez des réflexions. Je prends un exemple sur la démocratie. Et après, calqué, je crois que l'idée de Adama Sigiré portait un peu là-dessus, sur les positions des intellectuels, sur le concept de démocratie, sur la marche justement de la société par rapport à un certain modèle. Je voudrais réagir par rapport à ça. Très rapidement, il va vous donner la parole, allez-y. Okay. Par rapport à la démocratie, par exemple, on entend peut-être des milieux, je dirais, relevés où il y a comme une évidence que la démocratie, c'est pour les autres. Souvent, je dis, demandons
c'est-à-dire que tous ceux qui rejettent la démocratie, posons-leur la question, quel modèle de gouvernance vous voulez et qu'ils proposent. Et si on analyse, même s'ils ne veulent pas l'appeler démocratie, il n'y a pas un homme qui voudrait être dirigé par quelqu'un qu'il n'a pas choisi. Okay. Ce n'est pas parce qu'on a des démocraties, le mot même est trop noble pour être employé par exemple au contexte par rapport auquel on le décrit. Ce n'est pas parce que c'est mal appliqué qu'il faut le rejeter. Il y a un effort qu'il faut faire pour tendre vers la démocratie est en soi un idéal. Et c'est un horizon qu'aucun projet politique ne peut éviter. Ok. Adama Sigui, oui. Oui, ce que je voudrais dire ici, faut-il considérer l'intellectuel comme un pur scientifique? C'est toute une question. Quand on considère l'intellectuel comme un pur scientifique, on pourrait se comprendre qu'il se contente d'une certaine manière de faire, d'une certaine démarche scientifique, et qu'il se limite dans la mesure du possible. Qu'est-ce que je vais dire? Quand vous allez par exemple à l'hôpital pour voir un médecin, le médecin il n'a rien à inventer pour soigner une maladie. Il n'a pas à créer. Quand vous allez avec une maladie, vous pouvez prendre une maladie comme la tuberculose. Le médecin n'invente rien pour soigner la tuberculose. Il va appliquer ses connaissances scientifiques. Et quand il arrive à sa limite, il n'a pas d'autre solution parce que c'est la limite scientifique. Là où il faudrait voir l'intellectuel aussi, c'est ce que moi je vois dans son originalité, dans sa capacité de rupture. Moi, je pense que l'intellectuel doit aller au-delà du scientifique. J'ai souvent l'impression que nous, notre problème, et ce dont on nous reproche, c'est souvent nous sommes dans une... nous donnons des limites. Nous pensons qu'il y a, comme je dis, il y a des carcans scientifiques, qu'il y a des chemins scientifiques que nous devons forcément suivre. Et quand nous épuisons peut-être ces chemins scientifiques-là, nous n'allons pas vers l'exploration. Pour moi, l'intellectuel aussi, quand vous prenez par exemple la France, le siècle des Lumières par exemple... Vous parlez de la posture de l'intellectuel. La posture de l'intellectuel, voilà, la posture de l'intellectuel dans la société. Doit-il se donner des limites? Doit-il se contenter des carcans scientifiques? Position de neutralité ou pas? Voilà, position de neutralité ou pas? Non, moi je pense que son devoir aussi, comme j'ai dit, c'est de produire de la réflexion de façon intelligente et de pouvoir résoudre les problèmes existentiels de la société. Partant de cela, il va de soi qu'il utilise peut-être ses connaissances pour aller au-delà et proposer souvent de nouvelles choses. Rompre avec peut-être une méthode même qu'on a cru être une méthode efficace, qu'on a cru être une méthode universelle qui pourrait s'appliquer partout. Est-ce que ce n'est pas ce qui est fait? Je prends l'exemple de Joseph Kizerbo. Oui, effectivement, quand on parle de Joseph Kizerbo, quand vous prenez sa pensée, effectivement, c'est une pensée. Oui, comme Sarel l'a relevé, c'est l'applicabilité. Oui, effectivement, Joseph Kizerbo a produit une pensée originale. Franchement dit, une pensée que je trouve digne de la pensée d'un intellectuel. Et là, à ce niveau, c'est l'applicabilité qui a posé effectivement problème. Quand on parle du professeur Laurent Bado, quoi qu'on dise, moi j'estime qu'il a produit une pensée originale qui s'adapte à notre contexte. C'est l'applicabilité qui pose problème. Et là, ce n'est pas lui son devoir, puisqu'il n'a pas les leviers politiques. Mais ce que je voudrais aussi souligner aussi, que c'est le devoir aussi des intellectuels aussi de se dire que nous n'avons pas de limites. Et que la pensée peut aller au-delà de ses limites. La pensée n'a pas de limites. À partir du moment où on se donne un travail de réflexion, on ne doit pas se dire qu'on a l'obligation de se conformer à des carcans, à des schémas établis. Il faudrait qu'on ait le courage. Et ça, c'est souvent peut-être aussi le courage souvent peut-être qui manque aussi pour aller vers d'autres horizons, pour explorer et pour voir effectivement par rapport à de telles questions existentielles, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution pour la société. Vraiment, de mon point de vue, souvent, je trouve de l'attentissité. Que nous sommes souvent aussi réservés par rapport à certains sujets. L'engagement des intellectuels qui est remis en cause. Non. Quelle doit être la posture de l'intellectuel? Prendre position, être dans une posture de neutralité, produire des réflexions tout en restant en dehors justement de son applicabilité. Quelle est la posture de l'intellectuel? Non, l'intellectuel se distingue déjà par le regard critique, la pensée critique qu'il a sur la société, sur son fonctionnement. Déjà, la pensée critique est une prise de position. Parce que quand vous donnez cette liberté de pouvoir critiquer la conduite d'une société, le fonctionnement d'une société, vous êtes déjà donc dans une prise de position. Maintenant, au Burkina, j'ai l'impression qu'on a galvaudé un peu ce qu'on appelle l'engagement. Parce qu'on a l'impression que l'engagement, c'est celui
qui s'affirme dans un parti politique ou dans une organisation donnée. Ce n'est pas forcément ça. Pour les scientifiques, sa mission d'abord... En même temps, est-ce que la plupart des intellectuels ne se sont pas engagés politiquement? Ça, c'est une question individuelle. Individuellement, chacun peut s'engager comme il le veut. Mais au niveau de l'éthique, de la recherche, au niveau de l'éthique de l'intellectuel, on a quand même le devoir, sans ce devoir de regard critique, vous ne méritez pas le titre d'intellectuel. Il faut déjà avoir ce regard critique qui permet de dire les mots de la société, qui permet souvent d'opter pour une utopie positive, de faire rêver la société. Ça, c'est le rôle de l'intellectuel. Et ça, c'est déjà un engagement. Plusieurs intellectuels. Je pense que l'un de nos problèmes aussi est lié à ça. Le fait que ceux qui critiquent ne connaissent pas ce qu'on fait. Ceux qui critiquent ne savent pas ce qu'on produit. Peut-être parce qu'ils ne sont pas intéressés à voir, ou peut-être parce qu'il y a une certaine inaccessibilité qui est là. Mais le problème... Aujourd'hui, Adama Sigire, ou peut-être tous les téléspectateurs qui nous regardent veulent comprendre qu'est-ce que les intellectuels burkinabés ont produit comme recherche, comme réflexion sur le terrorisme, par exemple, sur les questions de gouvernance, sur les questions de développement. Rapidement sur le terrorisme. Je vais donner un exemple concret. Demain matin, à 9h, au département de sociologie, nous présentons un ouvrage dirigé par le docteur Boniface Somé, dont le titre est « Terrorisme au Burkina, négocié ou pas ». Ça, c'est une production intellectuelle qui trace les voies de sortie de crise face à ces phénomènes-là. Moi, c'est mon sujet de recherche depuis quelque temps. Je travaille sur les questions, les logiques de résistance des populations face au terrorisme. Personne ne peut pas dire qu'on ne produit pas là-dessus. Et le problème du dialogue entre les décideurs et les scientifiques vient ici. Je vous donne un exemple banal que j'ai l'habitude de donner parce que j'ai reçu une certaine frustration sur la question. Pas frustration parce que ça m'a fait mal, mais frustration parce que le Burkina ne profite pas des opportunités de la réflexion des scientifiques. En mars 2022, notre laboratoire à l'université, qui s'appelle Laboratoire Genre et Développement, nous avons organisé un colloque international dont le titre est Paysannerie, politique et conflits armés en Afrique. Ramener la paysannerie au cœur du débat. Parce qu'on est parti d'un principe. On a vu beaucoup d'écrits qui pensent que les paysans qui sont en brousse sont les victimes des crises armées. Nous partons d'une autre posture en disant non, ce ne sont pas des victimes, mais ce sont des acteurs qui contribuent à alimenter les crises d'insécurité qu'on voit. Donc, on a fait une réflexion, et cette réflexion a mobilisé l'Afrique de l'Ouest, donc les pays qui sont dans la même situation que nous, le Bénin, le Niger, le Mali, mais d'autres pays avec d'autres expériences. On a eu le Soudan du Sud, qui a une expérience en matière de lutte contre l'insécurité. On a eu la RDC, on a eu le Cameroun. Mais figurez-vous, on a envoyé des lettres au ministère qui s'occupe de ces questions. La défense a eu une lettre. La sécurité a eu une lettre. Mais nous n'avons pas eu la présence de ces acteurs. Ça montre déjà le problème qu'il y a entre nous. L'intellectuel produit, il donne des voix. Parce que nous sommes dans une démarche empirique où il faut aller regarder comment ça se passe sur le terrain. Mais quand vous regardez comment ça se passe sur le terrain, vous avez une partie de la réponse au problème. Mais le problème de nos États, c'est que les gens préfèrent souvent la réflexion qui vient d'ailleurs que la réflexion locale. Mais c'est difficile que quelqu'un qui vient d'ailleurs maîtrise mieux le fonctionnement de ta société que quelqu'un qui est logé dans cette société. Donc il faut qu'on arrive à améliorer le rapport qui existe entre le producteur du savoir, l'intellectuel et le décideur. Et vous allez voir qu'on a résolu une grande partie de ce problème. Je voulais un peu contredire Très rapidement, oui, permettre aux autres aussi de... Justement, je voulais revenir un peu sur une petite partie de l'intervention de mon frère Sigede. Vous voyez ici, il avait relevé le caractère révolutionnaire de la production de Kizerbo. Mais Kizerbo, il n'est pas sorti des carcans de la production scientifique. Il est resté à appliquer les normes en matière de démarche de la science. Mais qu'est-ce qui donne ce caractère révolutionnaire à sa discipline? C'est parce que la production est hautement locale et la production a été connue. Il y a eu des ajouts.
parce qu'il est fait à un moment donné où certains pensaient que l'histoire n'avait pas besoin peut-être des entretiens oraux avec les gens. Il ajoute. Donc, on aide la science à s'adapter, à se perfectionner, mais on ne combat pas radicalement les normes de production scientifique. Cela s'entend. Peut-être avant de passer la parole à Damas Sigiré, partant de ce qu'il a dit, en même temps, est-ce que l'intellectuel burkinabé, cela s'entend, est-ce qu'il adapte assez ses solutions au contexte national, à l'environnement qui l'entoure? C'est évident. En fait, il y a une méconnaissance, comme Dr Soré l'a dit, de ce qui est produit. En mars 2019, pendant que nous sommes, puisque la crise continue, nous étions pleinement en crise, il y avait la crise, et il y a eu un colloque, le titre même du colloque, c'est « Philosophie et société en crise », qui a réuni des gens à Ouagadougou ici, mais la production, les communications que l'on a faites à l'occasion de ce colloque sont rassemblées dans 2 tomes des cahiers philosophiques d'Afrique. Jetez-y un coup d'œil. Mais personne peut-être, enfin je veux dire, les décideurs peut-être n'ont pas le même intérêt à connaître les travaux qui ont été faits. Et faute donc de connaître ce qui est fait, on dit soit que rien n'est fait ou que ce qui est fait n'est pas adapté. Je pense qu'il faut davantage donner la possibilité aux intellectuels, enfin je veux dire, il faut davantage exploiter ce qui est produit. Pendant ces communications et qui sont consignées dans les 2 tomes des cahiers philosophiques d'Afrique, mais les questions du vivre ensemble sont analysées. La crise que nous vivons, elle ne commence pas tout d'un jour. C'est la négligence des alertes précoces qui amène les situations d'urgence. Toute crise est d'abord, même quand vous allez aux urgences, c'est d'abord quelque chose de latent qu'on n'a peut-être pas pris le soin de gérer au moment où on était encore à la capacité de prévenir, et on laisse à la dernière minute, la chose atteint sa maturité, éclate et on amène la personne en urgence. À vous entendre, oui. Vous et Dr Soré, il y a des productions, il y a des recherches, il y a des réflexions, il y a des cadres de rencontre sur les problèmes de la société, notamment sur le terrorisme. Qu'est-ce qui explique que vous n'êtes pas assez écouté? Qu'est-ce qui explique que la société va de mal en pis? Qu'est-ce qui explique tous ces problèmes qu'on vit actuellement? Je viens de parler de ce décalage temporel par rapport à l'événement. L'intellectuel a une distance par rapport à l'événement, et quand on parle de Joseph Kizerbo, ce qu'il a dit, ça date de quand? Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est là la question. C'est pour dire que l'intellectuel, véritablement, il est mal à l'aise lorsqu'il s'agit, par exemple, de jouer l'urgentiste. Parce qu'il est quelqu'un qui a un certain rapport à l'événement. Okay. Pas comme, par exemple, le journaliste veut l'immédiateté, la primeur de l'information. Lui, il a besoin de également une démarche scientifique. Ah oui, c'est vrai, mais au moins le temps compte beaucoup. Avoir la primeur de l'information, ça, c'est quand même quelque chose qui est très valorisé dans le milieu. On dit une exclusivité de chez nous. L'intellectuel, c'est beaucoup plus la patience. C'est comme le jardinier. Moi, je fais cette, comment on appelle ça, cette métaphore-là. Il travaille dans la patience pour des résultats en principe durables. Parce que le rapport à l'immédiat n'est pas, en tout cas, le lieu où il se sent le mieux. Voilà. Damas Sigiré, par rapport à tout ce qui est dit, par rapport au fait que les productions ne sont pas, les réflexions ne sont pas assez valorisées par les gouvernements, est-ce qu'en même temps la jeunesse s'approprie ces informations-là, ces recherches-là, vont vers le savoir, essaient de savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est dit autour justement de ces productions, de ces réflexions? Oui, à ce niveau, je suis parfaitement d'accord avec les 2 frères. L'intellectuel, son rapport avec le savoir, avec la production, ne saurait être un rapport sur commande ou bien un rapport en un temps record. Moi, je suis par exemple écrivain. Si vous me demandez d'écrire sur un thème donné, en 2 mois, je ne peux pas.
Il me faudrait peut-être donner 6 mois, 7 mois, voire 1 an, pour peut-être produire, mener une réflexion sur un sujet donné. Et effectivement, c'est pas de façon exemple comme c'est que les journalistes arrivent à le faire. Bon, et effectivement, c'est un travail, effectivement, mais il faut reconnaître qu'effectivement, la production, quand vous avez ce rapport avec le savoir, il faut prendre de la distance et qu'effectivement, ça pourrait prendre du temps. Parce que ce ne serait pas un article de 2 ou bien de 3 pages. Ça, c'est une réalité. Et là, je suis encore d'accord aussi avec le professeur Souré qu'il y a aussi des productions qui ont été faites. Tout le problème en Afrique, c'est parce que les Africains, depuis longtemps, ont eu ce que moi j'appelle un rapport métaphysique avec le savoir, avec même la gestion même du pouvoir. Un rapport métaphysique quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas mis assez de science dans notre rapport avec le développement. Et les sociologues, par exemple, moi j'aime la sociologie. Voilà par exemple une discipline, un outil de développement qu'on pourrait utiliser pour développer notre société. Mais qui utilise ces outils? Le problème c'est quoi? Souvent nous faisons de la production. L'homme politique a un rapport métaphysique avec le développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, le développement est conçu de façon hasardeuse. Si bien que souvent, un malin disait un jour sur un plateau de télé, moi ça m'a fait rire, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais à quoi ça sert de réfléchir en Afrique? Une question qui se pose, à quoi ça sert de réfléchir en Afrique? Mais pourquoi on fait le procès des hommes politiques, on fait le procès des gouvernements, mais qui écrit les programmes politiques des hommes politiques? La plupart du temps, pour ce qui est du Burkina, je pense pour le cas du Burkina. Il y a beaucoup d'universitaires, beaucoup de cadres qui sont appelés ou qui sont des intellectuels qui écrivent les programmes politiques des gouvernements. Oui. Et je vais répondre à cette question. Je pense que nous devons déjà répondre à cette question. Il ne faut pas confondre les diplômés et l'intellectuel. L'intellectuel, c'est une posture, c'est une façon de voir. Un diplômé d'université peut décider à un certain moment même de retirer même son titre d'intellectuel pour être un simple politicien, voire même faire pire même qu'un homme politique. C'est pas parce que dans un parti politique, il y a eu des cadres qui ont écrit, qu'ils ont forcément écrit avec une grande réflexion. À un certain moment, vous pouvez quitter, ou bien professeur, vous pouvez quitter votre posture d'intellectuel. Voilà, que vous dites la politique c'est le milieu par essence de la rebladise, de tout ce qui n'est pas bon, de négationnisme. Alors que l'intellectuel dans sa véritable posture, son devoir n'est pas de faire une production sur commande. Son devoir c'est de critiquer, d'analyser de façon objective et de proposer des solutions par rapport à des problèmes existentiels donnés. Maintenant, comme le professeur Souré a dit, vous pouvez faire ces productions-là, mais vous n'avez pas les leviers politiques pour mettre ces productions en pratique. Vous n'en avez pas. Il appartient aux politiciens, aux hommes politiques de s'approprier de cela. Qu'est-ce qu'on reproche à l'intellectuel? Parce que si on est tous d'accord que l'intellectuel, il fait des réflexions, il produit des réflexions, des recherches scientifiques et que c'est un autre acte d'actionner le levier, qu'est-ce qu'on reproche à l'intellectuel par rapport à la situation qu'on vit? C'est ce que je suis en train de dire. Ce qu'on reproche souvent aux intellectuels, on dit souvent qu'ils manquent d'engagement. Ce que je suis en train de dire, c'est vrai, quelque part c'est vrai. Quelque part aussi, c'est faux. Je dis quelque part que nous sommes des atlantistes. Ça veut dire que les intellectuels n'ont pas souvent assez de courage pour proposer des solutions de façon innovante, de façon existentielle. Ça, c'est une réalité. On est dans une situation vraiment très difficile, critique de la vie de la nation. Quelle doit être la posture de l'intellectuel? Aujourd'hui, la posture de l'intellectuel, selon moi, c'est de trouver des problèmes, et des solutions, vous m'excusez, c'est de trouver des solutions aux problèmes terroristes. À ce problème qui sévit au Burkina Faso. En faisant quoi concrètement? En proposant, en réfléchissant et puis en proposant quelque chose. Voilà, comme Souré a dit, il y a déjà un atelier par exemple à l'université qui a été mené. Je pense qu'il y a des réflexions qui ont été faites. Maintenant, ces réflexions, il appartient maintenant à l'homme politique de s'en approprier. Si vous faites des réflexions et que les hommes politiques ne s'en intéressent pas, vous faites comment? Vous ne pouvez pas les forcer. Ça, c'est une réalité. Oui, j'insiste sur le rapport au temps parce que ce que l'on vit aujourd'hui, que ce soit du point de vue intellectuel même ou du point de vue politique et social, les racines, les causes ne sont pas d'aujourd'hui. Et les erreurs que l'on fait aujourd'hui, les inconséquences présentes vont avoir des répercussions dans 10, 15, 20 ans. C'est pourquoi, quand je dis que le travail de l'intellectuel, c'est une certaine distance temporelle qui caractérise ce travail, c'est par rapport à l'événement, c'est pour signifier qu'on gagnerait à prendre en compte les signaux que les intellectuels donnent. Ce sont des formes de... Quand je dis signaux, je dis c'est comme des indications de trajectoire possible
par rapport à ce que l'on vit actuellement. Regardez la question de l'éducation. Vous ne pouvez pas bâtir une société solide, prospère, en dehors de l'éducation, sans les leviers de l'éducation. Cette question de l'éducation, aucun politique ne peut prendre une mesure immédiatement et en tirer les profits immédiatement. Or, l'action politique, qui est un champ beaucoup plus d'intérêt, malheureusement, si vous demandez à un intellectuel de vous définir la politique, il vous parlera beaucoup plus de service du peuple que de logique d'intérêt. Mais en politique, il y a beaucoup plus de logique d'intérêt que de service. C'est malheureusement ce qui se passe. Et je crois qu'il y a Laswell qui définit la politique, et c'est une définition mauvaise, mais c'est elle qui fait plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, c'est ce que l'on constate, c'est que who gets what, when and how, qui obtient quoi, quand et comment. Vous voyez que tout est centralisé sur qu'est-ce qu'on gagne. À partir de ce moment, le travail de l'intellectuel, qui est beaucoup plus la rigueur, l'objectivité, la droiture, ne profite pas forcément au milieu politique. Et ça, c'est très important. Et quand on le dit, ce n'est pas pour charger les hommes politiques d'une époque donnée, ce sont des logiques de champ. Dans le champ politique. Et quand les intellectuels investissent le champ politique, ils perdent leurs âmes. C'est le champ qui détermine et non pas l'individu. Et si le temps permet, j'aurais pu raconter, et du moins donner cette anecdote. Allez-y rapidement. Oui, rapidement, voilà. Et on a appelé au gouvernement un homme qui est brillant intellectuel, mais quand il en est ressorti, la conférence qu'il a donnée, c'est l'impuissance du pouvoir. Avec tout ce qu'il sait, dans les arcanes du pouvoir, on ne peut pas agir comme quand on pense. C'est très important. On ne peut pas agir. Donc, ce qui conditionne l'intellectuel, justement, de l'homme politique. Ce qui conditionne, bien entendu, l'intellectuel, justement, de son engagement. Non, en fait, ça reste que tout champ a ses réalités, a ses normes. Et l'intellectuel qui va dans le champ politique applique les normes du champ politique. Okay. Et quoi qu'on dise, le champ politique reste un champ partisan. Et le champ intellectuel reste un champ objectif et de liberté. Donc l'intellectuel dans le champ intellectuel est le phare de la société. Ce qui l'intéresse, c'est comment aider à résoudre les problèmes qu'une société connaît. Ça, c'est le but de sa réflexion. Quelle que soit la discipline scientifique, contrairement à ce qu'on entend donc dans ces pays. Et là aussi, c'est un problème, je suis parfaitement d'accord avec ce que Sigiré disait. On est dans un pays où les gens ont travaillé à délégitimer l'intellectuel. Ça, c'est un vrai problème. Même aujourd'hui, quand vous pensez, on dit ah, c'est les intellectuels, c'est le gros mot. Ça, c'est une délégitimation qui justifie aussi toute la critique. Mais si vous êtes le phare, parce que vous êtes dans le champ intellectuel, mais quand vous partez dans le champ politique, ce qui vous intéresse, ce n'est pas forcément la résolution des problèmes sociaux, mais c'est le triomphe d'un camp donné. C'est ça qui vous intéresse. Donc vous réfléchissez dans ce sens. On ne dit pas que le politique ne veut pas résoudre les problèmes, parce que c'est l'essence d'ailleurs du politique, résoudre les problèmes de la société. Mais quand on est dans un parti politique, le premier élément du parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et dans l'objectif de conquérir le pouvoir, vous fermez les yeux souvent sur des réalités. Vous faites violence sur vous pour ne pas dire une certaine vérité, parce que ça peut vous coûter des voix et ça peut vous empêcher justement donc d'arriver à la conquête du pouvoir. Donc il ne faut pas attendre de l'intellectuel qui est dans le champ politique qui réfléchisse forcément comme s'il était dans le champ intellectuel. C'est différent. Les intérêts, les logiques, les normes sont différents. Donc, c'est normal qu'il s'adapte à ce que veut le champ politique. Adama Sigiré, des mots. Je suis parfaitement d'accord. Il y a des contraintes. Quand vous quittez d'un champ à un autre, et il y a des contraintes certainement. C'est comme Socrate, je crois que c'est Socrate, c'est Platon qui disait que les philosophes soient rois ou bien que les rois soient philosophes. Mais même en Grèce, les philosophes n'ont pas été rois. Ce sont des hommes politiques qui ont gouverné avec des réalités. C'est la limite effectivement aussi de l'intellectuel qui fait que bon, souvent vous pouvez faire de très belles propositions. Quand vous êtes hors du champ politique,
Et quand vous rentrez dedans, vous devenez méconnaissable. Et même au Burkina, ici, on peut facilement citer des exemples. Et c'est la triste réalité. On ne va pas citer. Docteur Sarré. Oui, je voudrais préciser que la confusion des ordres est peut-être même la source du chaos et donc du désordre. Lorsque on veut faire ce pourquoi on n'est pas fait, l'intellectuel, c'est vraiment la production du savoir pour le mettre à la disposition. Il y a un autre segment de la société qui est le segment de la mise en application. Déjà, vouloir même confondre ces ordres-là est source plutôt de chaos. Et il est préférable que chacun assume pleinement. Quand on dit assumer, c'est vraiment pleinement. Quand vous venez en politique, il y a la définition de la police, c'est la gestion de la cité. C'est le service de la cité, des humains. Mais si on arrive, et comme Dr Souré dit, d'ailleurs on est sur la même longueur d'onde, et que c'est plutôt des logiques partisanes que l'on va défendre, on se dit qu'il y a une certaine trahison. Il n'y a pas matière justement à changer les choses? Parce qu'après, on a comme l'impression que les intellectuels, quand ils arrivent dans le champ politique, ils se disent on fait ce qu'on nous dit, et puis après, c'est pas notre champ, c'est un milieu obscur, un milieu, je veux dire, des intérêts, ou tout tourne autour des intérêts partisans. Quel est l'engagement à ce niveau des intellectuels? Ce que j'ai dit. Tout dépend du rapport des Africains avec la gouvernance. Ici, notre rapport avec la gouvernance, ce n'est pas un rapport méthodique. C'est un rapport un peu plus ou moins de façon hasardeuse. L'essentiel est que je gagne le pouvoir. Je passe par où pour gagner le pouvoir? Peu importe. C'est ça le problème. Il faut travailler à ce que la gouvernance même soit une gouvernance méthodique, une gouvernance rationnelle, une gouvernance qui répond à des normes. Et quand la gouvernance répond à ces normes-là, les intellectuels pourraient mettre à contribution leur savoir au niveau de la gouvernance pour le développement. Tant qu'on reste dans ce chemin un peu hasardeux, où l'objectif c'est d'avoir le pouvoir, même si aujourd'hui on prend le professeur, on le met au gouvernement, tout ce qu'il va faire. Merci Adama Amadé Sigiré, écrivain et enseignant de philosophie. Merci également à Dr Sénis Sarré, enseignant-chercheur de philosophie au centre universitaire de Mwanga. Merci également à Dr Zakaria Souré, enseignant-chercheur en sociologie à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Merci à toute l'équipe technique, l'équipe technique dirigée par Benao Clarisse. Merci également à la rédaction en chef. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique. Bonsoir.